Le ridicule et la méchanceté sont ses traits de caractère. La haine est un poison mortel dont beaucoup se nourrissent pour vivre. Il n'y a pas d'entrepreneur audacieux qui ne fabrique pas automatiquement jalousie, envie, critique, caricature, diffamation et désinformation. Bienvenue sur Radio Espace Guinée, la radio dont les autres s'inspirent. Radio Espace Guinée. À Conakry, sur 99.7. En région, à Labé, Kakandé, sur 99.7. À Cancan, sur 99. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission, les GG sur Radio Espace Guinée, le show qui parle de vous et qui vous parle évidemment tous les matins sur Radio Espace, sur Suite FM Guinée. Vous nous écoutez en région sur nos antennes locales. Merci à vous tous qui nous rejoignez sur nos radios partenaires à Mamou, sur Fraternité FM. Vous êtes à Farana, Bambou FM relaie cette émission, mesdames et messieurs, de l'actu, de l'opinion, du débat, les ingrédients d'une recette excellente. Évidemment, les grandes gueules sur Radio Espace depuis plus de 10 ans, bande FM ici en Guinée. Merci à vous tous. À l'international, on parlera politique, on parlera des vrais gens. Oui, je le disais tantôt à l'entame, le coffre-fort disparu donc à Sonfonia a été retrouvé hier du côté de Koya. Le recteur de l'université générale Lansana Conté s'est empressé donc de conférer avec les journalistes. Il était tout heureux d'apprendre la nouvelle en direct, mais le mystère reste entier évidemment sur le montant global qui se trouvait donc à la billetterie. Et les véritables voleurs, pour l'heure, le professeur Amadou Ouri Koreba dit simplement avoir porté plainte contre X. Au même moment, il fait face donc à une véritable colère des enseignants, chercheurs qui dénoncent évidemment le dysfonctionnement au sein de l'appareil administratif de l'université. La gestion de la subvention serait opaque et la formation des formateurs ne serait quant à elle pas assurée. Nous en parlons ce matin avec Fahim Bamara. Il est le porte-parole évidemment des enseignants, chercheurs et le professeur Amadou Ouri Koreba, recteur de l'université de Sonfonia. Ils seront tous les deux en direct ce matin dans notre émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. On parlera politique également aussi, je le disais tantôt. Le président guinéen a expliqué la semaine dernière son slogan de campagne, gouverner autrement. Bien avant, il a pris un décret pour créer donc un cadre de dialogue permanent. Le président Condé exprime ainsi sa volonté d'anticiper et gérer les crises que le pays connaît assez souvent. Le dialogue est censé régler les problèmes d'ordre politique et social. Si la démarche est salutaire, le cas des opposants politiques détenus donc à la maison centrale demeure sur toutes les lèvres. Il le dit ce matin Jacques Léwaleno. Comment les discussions peuvent se faire aujourd'hui? Nous posons cette question ce matin à Sidia Touré. Et comment qualifier donc la réponse de l'État aux multiples défis économiques? Notre invité politique ce matin, c'est bien sûr M. Sidia Touré. Il est le président de l'UFR. Il sera en direct ce matin dans cette émission Les GG sur Radio Espace Guinée. Très nombreux à réagir évidemment sur le 657 39 13 13. Nous allons partir avec ce premier message que nous recevons à l'instant T de Ibrahima Mandiana Diakité. Bonjour les grandes gueules. Je vous écoute dans la préfecture de Mandiana. J'adore votre émission. Merci beaucoup mon cher. Merci la team. Merci à vous. La Guinée est un pays de paradoxe. Comment avoir des archives dans un pays où l'État veut faire table rase sur tout? C'est Excellence Baldé le Guinéen qui nous envoie ce message. Nous restons dans le sillage avec cet autre aussi qui nous écrit: il est temps que nos dirigeants fassent une prise de conscience pour faire valoir l'importance de la digitalisation et la numérisation de nos archives pour pérenniser donc nos valeurs socio-culturelles. Lamine, la Guinée est fière de toi. Merci. Allez. Signé Diallo Mamadou Moussa qui nous envoie ce message. On reste dans le sillage avec cet autre aussi qui nous écrit: bonjour à toute l'équipe. C'est dommage pour notre pays d'assister donc nos archives partir en fumée pendant qu'elles constituent le seul témoin de notre histoire. Nous avons aujourd'hui toute une faculté des sciences de l'info à l'université de Cancan qui forme les documentalistes, oui, et archivistes, mais l'État ne fait rien pour nous-mêmes. Le stage, on trouve pas dans l'administration. Nous nous sentons trahis dans notre carrière de formation. Chaque année, plus de 600
600 étudiants qui sortent de Cancan. Il faut que les spécialistes soient recrutés pour la gestion des infos documentaires en Guinée. C'est Ibrahim Sorim Binta Diallo qui nous envoie ce message. Albert, du côté du Canada aussi, qui nous écrit: bonjour les grandes gueules. Vous touchez un sujet très intéressant qui est l'archivage en Guinée. Beaucoup de doctorats guinéens ne prennent pas leur thèse sur la Guinée par manque de références scientifiques, et c'est ce qui explique évidemment que beaucoup de docteurs guinéens ne maîtrisent pas la société guinéenne. Bonne journée à vous du côté de la Guinée. Merci, bonjour les grandes gueules. Je vous assure, la première fois que j'ai fait ma carte d'identité, je n'ai pas su où le commissaire a eu l'empreinte de la carte. Il m'avait juste demandé 75 000, le nom et le prénom, suivi de ma date de naissance et la filiation. Et j'avais toujours peur avec cette carte d'identité. C'est un auditeur évidemment qui nous envoie ce message. Témoignage pathétique ce matin chez les GG. On reste avec Soto Trossi qui nous écrit sur le 657 39 13 13. Bonjour les GG. Vous êtes les champions de tous les médias de la République, merci. Je vous adore du côté de Sigiri. Je souhaite plus de courage et de détermination. C'est Diallo Bouria qui nous envoie ce message. Bonjour les GG, je suis entièrement d'accord avec Moussa Moïse. Les documents guinéens n'inspirent pas confiance parce que tout le monde peut l'obtenir. Et veut dire, j'en ai vu plusieurs, je suis ivoirien, j'en ai vu plusieurs, ivoiriens et nigériens. Suleiman depuis Wanindara qui nous envoie ce message. On reste avec Soto Trossi, hein. Lui c'est Jules Fogo depuis Solo Premier qui nous écrit: pour moi il faut décentraliser la délivrance de ces nouvelles cartes d'identité pour éviter la corruption qui existe depuis fort longtemps. Et bonjour les GG. Sako Barry qui nous écrit de Dar es Salaam: ce qui s'est passé à l'université de Somphonia, c'est du Casa de Papel version guinéenne, car ils n'ont pas de chef comme professeur. Voilà, je ne sais pas trop ce qu'il veut dire. Bonjour les GG, Sidiki Krinako Fofana, je vous informe que M. Cheikh Oumar Kamara, paix à son âme, est parti avec toutes les archives de son émission, un chant et son contenu. C'est vraiment dommage. Merci beaucoup. Bonjour les GG, le coffre-fort était vide au moment où on l'a retrouvé. Donc c'est Ibrahim Sori qui nous envoie ce message. Merci beaucoup. Bonne journée à vous tous. Allez, on va maintenant rester avec les tweetos. Évidemment, ils sont très nombreux à réagir aussi de ce côté sur Twitter, le hashtag espace GG. Sinon, merci à Ahmed Kourouma évidemment qui nous écoute, hein, voilà, il s'empresse. Merci à vous tous à l'international. On va partir avec les tweets que nous recevons à l'instant T avec Kabine Condé du côté de la régie. Irmana Diallo, bonjour Lamine et amicalement toute l'équipe. La Guinée est vraiment dans le monde de l'antiquité. Sinon, de nos jours, le monde est devenu un petit village avec le digital, mais c'est pas étonnant. Nous avons les mêmes cadres depuis 1958 aux affaires. Ainsi va la Guinée de 2021. Merci à toi, Irmana. Nous allons rester avec Alpha Oumar Bari qui nous écrit également: avec les cartes d'identité en papier, c'est possible même de confectionner pour une personne qui n'est pas en Guinée. Il suffit de payer une certaine somme et l'affaire est jouée. Donc vivement la nouvelle carte d'identité biométrique. CD Kanté qui nous écrit également: bonjour les GG, je tiens à signaler que la politique de la Guinée est aveugle sur les archives. Merci. On reste avec Mamadou Diao Guinée qui nous écrit: bonjour les GG, parler de la sécurisation de l'archivage à travers la numérisation en Guinée, ça fait pitié, parce que là, ceux qui sont censés de le faire, la majorité d'entre eux ne savent même pas comment manipuler un téléphone. À plus de cette raison, donc un ordinateur, c'est dommage. Ils sont méchants les lutteurs. Tidiane Guinée qui nous écrit: bonjour à toute l'équipe. La faute de non-numérisation des archives aujourd'hui en Guinée, tu perds ton extrait de naissance, tu es obligé de prendre un jugement supplétif, tout simplement parce que le pays n'a pas de souche. Tidiane Guinée qui nous envoie ce message. Aloussène Fadiga du côté de l'Angleterre qui nous écrit: bonjour à vous, ceux qui détiennent donc les passeports biométriques peuvent-ils automatiquement se procurer de nouvelles cartes d'identité biométriques? Il pose la question ce matin. Malheureusement, nous ne travaillons pas au ministère de la Sécurité, donc voilà. Et si vous avez un ministre comme Dantama, comme Damantan, bonjour les dégâts, je l'assume. Oui. On reste avec Almami Diop qui nous écrit également: bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe. Heureux que les cartes biométriques soient disponibles. Espérons que les autorités ne trouvent pas les moyens d'en faire un business sur le dos du peuple. Sinon, on a aussi Malone Soirée qui nous écrit sur Twitter concernant les dépôts de carburant à Kaloum. Je vous signale que beaucoup d'institutions internationales ont quitté la ville pour s'installer à la Camarenne à cause des risques liés donc à ces dépôts de carburant.
Youssef Kaba du côté de PEDL. On a encore une minute. Bonjour les grandes gueules. La conservation donc des archives dans l'administration publique reste un problème entier. Et quand je vois comment ils sont entassés par terre dans des bureaux, je m'interroge à quoi sont-ils destinés. La réforme de l'administration va vanter n'a produit aucun résultat. Merci à vous tous. Évidemment, allez, je vais m'efforcer avec cet autre message. C'est Serge Tiadé qui nous écrit. Bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe. Qu'est-ce qu'il nous dit lui? Parlant du musée national, INAMI avait lancé donc une campagne de levée de fonds afin d'aider le musée. Finalement, elle a été réprimandée par les autorités qui ont même menacé de porter plainte contre elle. C'est un auditeur qui nous envoie ce message et ça s'adresse évidemment à Moussa Moïsila qui s'inquiète ce matin pour notre musée. Fodé Oumar Kamara qui nous écrit. Bonjour les GG, il faut que nous apprenions à supporter nos équipes quels qu'en soient donc les résultats obtenus. J'ai remarqué que quand on gagne, tout le monde les apprécie, mais en cas de défaite, il veut dire, on les traite de tous les mots. Vive la victoire du Style national de Guinée. C'est un auditeur évidemment qui nous envoie ce message. On continue le débat, mon cher Moïse, avant de recevoir évidemment ici notre invité qui va nous rejoindre. On part du côté de Symphonia, mon cher ami. Hier, on en parlait dans cette émission. Patatras, voilà, c'est Antoine évidemment qui a, voilà, qui est là, oui. qui a mené le débat. Donc, en pleine interview, le recteur apprend en direct que le coffre-fort a été trouvé à Koya, comme par magie. Est-ce qu'il a vraiment appris? Parce que... Si, on a appelé Antoine quand même. Oui, voilà, moi j'ai écouté dans le journal de 18h de l'espace quand même. Je n'ai pas dit qu'il n'a pas appris. En fait, ce que je veux dire, est-ce qu'il était vraiment surpris? Parce que c'est une question que je pose. Antoine Kourouma. Ce qui s'est passé hier à Symphonia, on l'a dit hier par rapport à la disparition de ce coffre-fort, c'est digne d'un film hollywoodien où on casse, où on sort un coffre-fort aussi lourd sans casser la porte. On a montré les photos et de la fenêtre qui ne sont pas détruites et on constate que ce coffre-fort a quitté Symphonia pour Koya sans qu'on ne sache par où c'est passé. Et je l'ai rappelé tantôt, il y a eu des questions qui se sont posées par rapport au fait que le recteur, le week-end, a interdit l'accès à l'université au corps étranger. Tout à l'heure, on va l'écouter pour comprendre pourquoi cette mesure. Ouais. Et le lendemain, on apprend que le coffre-fort a disparu. Et c'est en pleine interview, parce qu'on a voulu l'avoir dans l'émission, il n'a pas voulu se prêter à nos questions. Les grandes gueules. Après, lorsque la situation a perduré, il s'est prêté aux questions des journalistes. Et c'est en pleine interview, on apprend que le coffre a été retrouvé à Symphonia, mais finalement vide. À Koya. Vite. Bénéfice de doute quand même, Antoine. Le recteur. Je comprends tes craintes. Non, j'ai pas dit. Voilà. Je ne dis pas qu'il est coupable. Mais non, je n'ai pas dit que tu as dit ça, Antoine. Justement, voilà. C'est le premier responsable. Assume tes propos, Antoine. Je ne dis pas qu'il est coupable. Voilà. C'est le premier responsable de l'université. C'est pas possible. Quoi qu'on dise, il a une part de responsabilité. Donc, ce que je veux dire, c'est quoi? Le recteur nous dit qu'il y avait 233 millions de francs guinéens dans ce coffre-fort. Comment a-t-il su le montant qu'il y avait à l'intérieur? C'est le premier responsable, comme tu l'as dit. Ah, c'est le premier responsable, d'accord. Allez, on va en direct. Daouda Mohamed, évidemment, le recteur de l'université de Symphonia, en direct ce matin, chez les GG. C'est Moussa Moïse. Oui, monsieur le recteur, bonjour. Bonjour, monsieur le recteur. Bonjour. Bienvenue dans les grandes gueules. La situation est suffisamment grave. Doit-on inscrire désormais dans les filières enseignées à l'université de Symphonia, vol avec disparition, sans infraction? Parce que ce qui s'est passé, quand même, étonne plus d'un au sein de l'opinion publique. Expliquez-nous réellement comment nous en sommes arrivés là, monsieur le recteur. Merci beaucoup. Je voulais vous remercier tous et vous féliciter en tant qu'organe d'information de la population guinéenne et de même la population mondiale. Donc, pour aller droit au but, je dois vous dire que nous avons constaté la disparition du coffre-fort qui abritait les fonds destinés au personnel contractuel et les jeunes enseignants recrutés récemment qui ne sont pas virés. Et ce coffre se retrouve dans un bâtiment à l'intérieur de la cour depuis 16 ans. Et ça, la raison, c'est que c'est ce bâtiment qui abritait les appareils de sécurité de la police,
parce que nous avons hérité Symfonia de la police. Et je dois donc vous dire que compte tenu de la robustesse du mur et de la porte, et donc c'est resté jusque-là sans incident. Mais vous allez accepter avec moi que des choses peut-être peuvent arriver malgré les dispositions prises. Alors, on nous apprend, monsieur le recteur, avant le week-end, avant le vol, et vous aviez demandé à ce que personne n'accède à la cour de l'université sous prétexte que les travaux seraient en cours pour recevoir les nouveaux étudiants. Est-ce que tout cela a-t-il contribué à faciliter ce vol sans effraction? Oui, parce que ça reste des suspicions quand même, hein, monsieur le recteur. Oui, vous avez parfaitement raison. Mais je dois vous dire que le dimanche, avant le dernier dimanche, nous avons perdu une étudiante au portail broyée par un taxi, alors que c'est un dimanche. Et l'autorisation n'était pas donnée de dispenser des cours. Donc nous avons dit que nous sommes en deuil sur tous les dimanches et nous devons prendre des dispositions pour que les jours réglementaires de travail soient observés. Mais les jours non réglementaires, que les étudiants ne viennent pas ici à l'insu de l'autorité. Donc c'est ce qui est arrivé. L'étudiant qui est décédé relève du département de sociologie. Tout juste une semaine avant le dimanche qui a servi à l'opération. Et ensuite, le dimanche dont il s'agit, nous devions... Monsieur le recteur, une question tout de même. Qui détient les clés de ce bâtiment qui abritait le coffre-fort? Bon, je vais en venir. Si vous me laissez aller d'abord au bout de ma première idée, s'il vous plaît. Parce que c'est pas long. C'est-à-dire que le dimanche qui est passé, effectivement, il y a eu infraction. Mais comme nous étions en deuil, et le lundi, nous devrions recevoir 9000 étudiants, en plus de ceux qui sont là, tout le corps a demandé que les salles soient mises en état, vérifier les ventilateurs, vérifier que les tables sont là, parce que nous avons reçu 9000 étudiants en plus. Et le dimanche, donc, ce n'était pas un jour ouvrable. On a dit que les gens ne devaient pas être là pour permettre aux ouvriers qui sont chargés de la maintenance de faire ce travail-là. S'il vous plaît, c'est pour cette raison. L'autre qui est arrivé, à mon avis, c'est inattendu. C'est inattendu parce que depuis 15 ans, ce local existe et il n'y a pas eu d'incident. Mais ça peut aussi arriver. Le recteur de l'université de Symphonia, en direct ce matin chez les GG. Allez-y, Jacques Léoua. Sur les clés, donc, qui détient les clés? J'imagine que vous détenez une clé. Qui d'autre détient la clé de ce bâtiment qui abrite donc la billetterie de l'université? La sécurité. Bien, il y a une caissière qui est chargée de payer le personnel qui est au billetage. Je voulais préciser d'entrée de jeu qu'il ne s'agit pas des coffres-forts de l'université. C'est le coffre-fort qui est dans la cour et qui paye les gens contractuels. Donc, c'est bien différent. Maintenant, c'est la dame qui est envoyée par le ministère de l'économie et des finances et qui fait ce travail-là. Et c'est elle seule qui détient les clés, à ma connaissance. Un comptable n'a pas les clés. Il ne peut pas y avoir double clé lorsqu'il s'agit de la gestion des fonds. La responsabilité est claire, elle est précise. Quand même, monsieur le recteur, vous ne savez pas, mais vous êtes dans le système éducatif il y a de cela très longtemps. Vous êtes un doyen dans cette profession. Est-ce que ce qui s'est passé est possible, qu'il n'y ait pas eu de casse, qu'il n'y ait pas eu qu'on n'ait pas défoncé la fenêtre ni la porte et que le coffre-fort soit sorti là, jusque du côté de Koya? Comment vous expliquez cela? Avez-vous
quelques données déjà sur ce qui aurait pu se passer, sur les complicités dans cette histoire. Justement, parce que hier, Antoine le disait dans cette émission, monsieur le recteur, si vous me permettez, comme quoi vous n'avez pas porté plainte tout de suite, c'est plutôt la sécurité de l'université vous êtes adressé pour essayer de comprendre ce qui se passe. Ça fait qu'il y a beaucoup de soupçons. On se dit même que le recteur est complice. Et si c'était vous qui avez envoyé ce coffre-fort du côté de Koya, parce que c'est ça qu'ils veulent dire, sans vous le dire directement. D'accord, merci beaucoup. Je dois vous dire que le lundi matin, à 9h, nous nous sommes retrouvés et nous avons formulé une plainte contre X. Lorsque j'ai reçu les médias hier, j'ai brandi la note de service signée dès le lundi, envoyée à la DPJ et à qui de droit, c'est-à-dire au ministère de l'Enseignement supérieur. Donc cette plainte a été formulée. Et dès que nous l'avons appris, c'est un incident majeur, nous nous sommes adressés à qui de droit. Maintenant, par respect pour la presse, la DPJ, donc les policiers ou les gens chargés de regarder ces dossiers sont en train de le faire. Je ne voulais pas anticiper, mais comme j'ai des informations importantes à donner, par exemple, le fait que le coffre-fort soit retrouvé, j'étais en pleine conférence et on m'a dit, j'ai immédiatement donné l'information. Ce que les gens ne savaient pas, c'est que nous avons aussi reçu tous les documents qui se retrouvaient dans le coffre. Dès qu'on l'a retrouvé à Koya, et la police de Koya a envoyé au commissaire central de Somfonia, le dernier a pris ils sont venus nous remettre tous les documents originaux et nous nous sommes rendus compte que sur 158 enseignants contractuels, c'est seulement 32 qui n'ont pas signé. Donc, on est censé retrouver l'argent de ces 32. Ensuite, sur 152 contracteurs temporaires, c'est 28 qui n'ont pas signé. Donc, le montant en jeu dans le coffre, ça correspond à un montant de 32 enseignants, jeunes enseignants non virés et 60 contractuels. Tous les autres ont perçu. Donc, en clair, vous voulez, monsieur le recteur, en direct, vous voulez nous faire comprendre ce matin, s'il y a des manquants, ça veut dire que c'est des enseignants qui ont volé ce coffre. C'est ce que vous voulez se dire? Non, je vais vous donner la précision. Ce n'est pas les enseignants. Non plus d'autres. Je ne peux pas le citer parce que la police est en train de faire son travail. Je voulais vous prier d'accepter que je donne les informations qui sont dans ma possession. Lorsque la police finira de faire le travail, nous ferons des exposés et la presse sera invitée. Monsieur le recteur, on est bien d'accord que la police doit faire son travail, mais il y a au moins une sécurité à l'université de Sonfonia. C'est clair. Dans les conditions normales, les premiers à être arrêtés auraient dû être ces services de sécurité qui assurent la protection de ce bâtiment. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu d'arrestation dans les rangs de ceux qui étaient censés assurer la sécurité? Parce que ce coffre-fort nous apprend que c'est venu par le biais d'un conteneur. Donc pour le sortir, il fallait de gros moyens. Comment est-ce que ça a été sorti et ça a coïncidé à votre décision d'interdiction d'accès à l'université? Quelle coïncidence bizarre. Oui, mais je vous ai expliqué pourquoi. Mais on peut croire à ma version, on peut ne pas croire à cette version. La raison qui a fait que ça a été fermé, c'est ça. Et je dois donc vous dire que une société qui est chargée de ça est une société contractante par notre institution qui est chargée de le gérer. Donc les issues sont contrôlées, l'intérieur est contrôlé et normalement c'est cette société qui répond. Mais comme la police est en train de faire le travail, nous avons cru que ce n'est pas au recteur d'ordonner qu'on prenne quelqu'un pour l'amener, étant donné que la police a le dossier dès le premier jour de l'incident. Bien. Et en réalité, c'est ça. Allez-y, mon cher monsieur. Monsieur le recteur, un système de vidéosurveillance avec 4 caméras coûte un peu moins de 3 500 000. Quand même pour l'université de Sonfonia, vous n'allez pas nous dire ce matin que vous ne voyez pas un tel système à un endroit où on parle de blé, où on parle d'argent. Mais je vais préciser à votre attention, s'il vous plaît, que depuis 16 ans, les contracteurs sont payés dans le même local et il n'y a jamais eu incident. 16 ans. Il y a eu incident cette fois-ci. Nous avons une société contractante. Nous avons les gens de la sécurité qui sont censés être à côté.
comme la DPJ et les autres... Mais, monsieur le recteur, moi je vous fais juste une suggestion. On parle d'université. Qui d'université parle d'univers. Nous sommes au 21e siècle. Vous ne pouvez pas quand même évoluer comme si nous étions au temps de Sékou Touré, comme si nous étions au temps colon. Nous sommes au 21e siècle, on parle de digitalisation. Hier, le président a reçu sa carte d'identité biométrique et son extrait de naissance, d'acte de naissance biométrique. Et des vidéos de surveillance de Lamine Guirassy en a au niveau de son bureau. J'en ai également. On parle d'université, monsieur le recteur. L'installer, ça vous coûte moins de 3 millions. Ça aurait pu quand même permettre à la DPJ et aux autres de travailler très très vite et de nous trouver les coupables. Parce que là, l'enquête va porter sur quoi? Sur une enquête de proximité, de voisinage, et ça prend du temps. Vous avez raison. Vous avez raison. Et les dispositions sont en train d'être prises pour que nous allions à ça. Et ça demande un coût et ça demande du temps. Voilà, il n'y a pas de problème. Voilà. Il n'y a pas de problème. Si vous n'avez pas les possibilités, Moussa Moïse peut prendre ça en charge. Hein. C'est le DG quand même d'Espace TV. Il peut installer ça pour vous gratuitement. Hein. Alors, en attendant que l'enquête aboutisse, dites-nous quelle autre démarche vous menez parallèlement par rapport à ces enseignants qui ne seront pas payés. Est-ce que vous avez saisi le département? Qu'est-ce qui sera fait pour eux? Non. Ce qui sera fait pour eux, regardez, ils ne sont pas nombreux. Là, nous allons faire face à ça et nous pourrons naturellement le régler. Je vous dis, pendant les 3 jours, nous n'avons eu que 5 qui sont présentés et qui ont dit qu'ils n'ont pas été payés. Mais ce qui est important là-dedans, c'est que comme nous avons déjà reçu les dossiers qui étaient dans le coffre, je crois que c'est un événement élément extrêmement important pour nous, parce que désormais nous savons qui est payé, qui n'est pas payé. Je vous ai demandé, c'est 60 personnes qui sont concernées. Ce montant-là, c'est un montant qui est contraire au montant déclaré à tous les niveaux. Voilà. Le recteur de l'université de Sonfonia en direct ce matin chez les GG. Merci beaucoup en tout cas, monsieur Ba, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Les grandes gueules continuent sur Espace TV. Les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les grandes gueules, des personnalités acquises par le travail, ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de 10 ans. Avant 11h, évidemment, on fera un tour du côté de la régie pour voir un petit peu vos réactions de ce côté, mesdames et messieurs. Notre invité ce matin, notre deuxième invité, vous le voyez à l'écran, évidemment, c'est bien sûr M. Fahimba Mara, porte-parole donc des enseignants-chercheurs du côté de l'université de Sonfonia. Mafoudi Abangoura, il est avec nous, ce matin, notre invité. Bonjour, M. Mara. Bonjour, Madame Bangoura. Voilà. Nous venons d'avoir le recteur et bien évidemment, il se prononçait sur ce vol qui est arrivé. Dites-nous déjà en premier lieu, qu'est-ce que vous savez, est-ce que ça vous étonne le vol d'un tel montant au sein de l'institution? Bon, d'abord, je vous remercie. C'est vrai que peut-être vous autres, ça va vous étonner, mais nous, on n'est pas surpris parce que ce que vous ne savez pas, depuis août 2020 déjà, nous étions dans le collimateur du gouvernement et dans le collimateur du gouvernement. Tout à fait, parce que depuis le 13 août, on s'est adressé au gouvernement par le canal de notre ministre en charge du supérieur pour lui demander que on ne voulait plus que monsieur le recteur Ba reste à la tête de Sonfonia, puisque depuis sa venue, malheureusement, notre institution a connu des dysfonctionnements malheureux qui ont affecté négativement le bon fonctionnement de notre institution. Donc, depuis sa venue... Quels sont ces dysfonctionnements, voilà, ces dysfonctionnements, permettez-moi de planter le décor. Vous savez, je ne vous apprends rien, l'université que vous connaissez, c'est le temple du savoir. Et tenez-vous bien, depuis 1958 jusqu'à nos jours, toutes les constitutions que la Guinée a connues n'ont pas manqué dans ce sens par rapport à la mission
sacré qui est, si vous voulez, dévolu à une université en tant qu'institution. Oui. Nous avons 2 rôles principaux. Le premier, c'est la recherche. Le second, c'est l'enseignement. La recherche, c'est quoi? C'est que nous produisons de la connaissance et puis nous la vulgarisons par l'enseignement. Et si vous remarquez, avec l'enseignement, c'est nous qui formons la crème du pays. C'est nous qui formons les intellectuels, les élites du pays. Et alors, avec l'enseignement, nous participons efficacement à construire les opinions de nos apprenants, les esprits de nos apprenants. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est d'ailleurs l'occasion d'exprimer ma fierté. Tous ceux qui sont là autour de cette table-là, ce sont les produits des universités guinéennes. Et ça, c'est parce que, quelque part, pour les cuisiner, on n'a pas blagué. C'est que c'est un monde de la rigueur, c'est un monde exigeant. On comprend tout ça. C'est quoi le problème exactement? Maintenant, le problème exactement, c'est que quand vous êtes dans un monde comme ça, le monde fonctionne sur la base des principes sacrés qui ne peuvent être transgressés par qui que ce soit. Alors, vous savez, notre monde, c'est un monde, si vous voulez, il ressemble un peu à l'armée. C'est le monde des grades. C'est que vous ne pouvez pas prétendre à un poste à l'université sans le grade. C'est-à-dire les avancements, les postes et tous les avantages, y compris, sont liés au grade. Et qui parle de grade? Les grades s'acquièrent difficilement. C'est dans la douleur, c'est dans le sacrifice. Alors quand vous avez le grade, vous êtes jaloux. Parce que c'est généralement un avantage que vous ne négociez pas. En même temps, c'est mérité. Hein, c'est mérité. Il faut le rappeler, c'est très important. Exactement. Oui. Alors, cette pyramide-là, on appelle ça, c'est cette pyramide qu'on appelle la tradition universitaire. Oui. Et cette tradition universitaire, Les grandes gueules. très malheureusement, à la venue de monsieur le recteur en 2018, il est venu carrément renverser cette pyramide. Et nous, à quelle occasion on a demandé son départ? C'est-à-dire la goutte qui a fait déborder le vase, c'était à quelle occasion? C'est que pour la première fois, ça dit c'est même impensable, c'est-à-dire à cette occasion, il a même participé à profaner notre institution. Wow. C'est-à-dire pour la première fois, dans une faculté, on prend un titulaire d'un master pour le nommer à la tête de la faculté comme doyen de faculté, et puis le professeur, c'est-à-dire de rang magistral, et au point de vue reclassement national, au point de vue grade académique, celui qui est professeur, on le nomme vice-doyen de la même faculté. Alors là, on a dit que notre monde est perdu, la case est en train de brûler. Nous qui avons accepté de partir se former à l'extérieur à l'âge de 48 ans, je suis en fin de formation aujourd'hui, j'ai plus de 50 ans. J'ai dit, mais si on laisse un monsieur comme ça, que nous avons appelé d'ailleurs intrus, parce qu'on se demande comment il a même pu avoir le grade de professeur. On ne peut pas comprendre. Quelqu'un qui a connu un parcours aussi difficile, il se retrouve à ce seuil et pose des actes comme ça, mais vous vous posez la question de savoir est-ce qu'il est de notre monde. Alors, cette question que vous la posez, vous parlez de profanation aujourd'hui de l'université, mais Corée Ba quand même, ce n'est pas une nouvelle personne dans ce milieu. Mais c'est ce qui nous surprend. C'est-à-dire, Corée Ba, moi qui vous parle, on a évolué ensemble à Gamal. Je l'ai connu simple professeur. Moi, j'étais encore jeune homologue. Alors, entre-temps, il a évolué et puis, bon, on s'est perdu parce que chacun de nous est allé sur son chemin pour la formation. Et puis, en 2005, d'ailleurs, quand on a atterri à Symphonia, la faculté a été scindée. Sinon, tout ce temps-là, on appartenait à la même faculté. La faculté a été scindée. Donc, c'est à cette occasion qu'il est devenu doyen de faculté. Et puis, doyen de faculté, on le prend doyen de faculté pour l'amener recteur. Après ce souci lié aux nominations fantaisistes, parce qu'on apprend qu'il y a des enseignants-chercheurs au nombre de 32 qui ont des soucis avec le recteur. Dites-nous clairement ce qui ne va pas, ce qui fait qu'aujourd'hui le conflit... Le conflit qui persiste entre monsieur le recteur et le corps enseignant aujourd'hui, c'est que monsieur le recteur
c'est-à-dire est en train de fouler au sol tous les principes qui régissent, si vous voulez, le bon fonctionnement de l'université. Et donc, avec lui, on ne se sent pas dans un environnement scientifique ambiant où vraiment nous pouvons nous épanouir. On a dit, alors, celui qui encourage, entretient la médiocrité, mais il n'a pas droit à vivre dans notre monde. Donc aujourd'hui, notre combat, c'est l'extirper de notre monde, le sortir de ce monde-là et l'amener ailleurs pour que nous puissions nous épanouir. Donc aujourd'hui, on a dit, et c'est vrai, peut-être qu'après cette émission-là, nous attendons simplement la prise de fonction du ministre pour aller déposer la requête sur sa table, la requête qui va comporter le départ non négociable de monsieur le recteur. Parce que si on n'est pas entendu, parce que depuis août, je vous dis bien, depuis août 2020, nous sommes, c'est-à-dire dans le combat. Mais il y a quelque chose qui me trotte quand même. Hein. J'arrive pas à comprendre. Quand vous dites que vous avez eu des conflits avec le gouvernement, qu'est-ce qu'il a politique? On n'a pas compris. On n'a pas eu de conflit. Ça veut dire, oui, non. C'est parce que en 2000, si vous voulez, en août 2020, on a déposé une requête de dénonciation des dysfonctionnements à Symphonia. Donc, il y avait pratiquement 10 griefs et dans la plateforme de revendication, il y avait 6 points. Donc, alors, on a même demandé, le premier point de la revendication, on a demandé qu'une commission ad hoc soit dépêchée à Symphonia sur le terrain pour venir faire le constat, pour venir constater les dysfonctionnements au sein de Symphonia. Et effectivement, la mission est venue. Il y a eu le constat. Le ministre, d'ailleurs, c'est vrai que je regrette, il n'a pas été reconduit, mais le ministre était choqué, il était dans le bain de la situation. Mais à l'époque, on nous a opposé la situation politique pour dire que le président demande de calmer le jeu. Le ministre, personnellement, puisque j'étais le porte-parole, j'étais à la tête du mouvement, le ministre m'a demandé vraiment de calmer la situation à Symphonia, qu'il ne voulait pas de remue-ménage. Le président demande de calmer jusqu'à la fin des élections et qu'il avait promis fermement au sortir des élections, c'est-à-dire cette doléance-là allait être satisfaite. Malheureusement. Pourtant, récemment, il y a eu cette grève du SNEISUR. Le oui, mais tout ça, c'est dû à quoi? Si vous prenez, ça c'était la grève ça c'est venu après la grève des chefs de département. Quand vous prenez Symphonia, c'est la plus grande université. En termes de subventions pour le fonctionnement des départements, qui sont les vrais si vous voulez, les vrais patrons. Et si c'était ça le problème finalement à la fin du compte, parce que moi je vous entends très bien, je n'admets pas qu'on puisse, parachuter une personne dont vous ne connaissez pas du tout le parcours, peut-être que vous connaissez. Tout à fait. Mais si le problème c'était les subventions, parce que non, ça n'a rien à voir. Si, parce que quand vous dites que la gestion de subventions serait opaque, c'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. Les finances ne sont que secondaires. Le problème fondamental avec monsieur le recteur. Mais c'est dans vos revendications. Non, ça fait partie peut-être, mais ça vient peut-être grossir. C'est pas la priorité. C'est pas une priorité. Mais c'est pas une priorité. La priorité, ce sont les dysfonctionnements académiques. Oui. Et ça, on ne peut pas le tolérer parce que, c'est-à-dire cette dévalorisation. Je comprends. Monsieur Bara, vous luttez de façon primordiale inversement de la pyramide de valeurs. Tout à fait. Vous souhaitez que les plus méritants occupent les postes de responsabilité qui collent un peu à leur formation. On parle d'université. Sur ce plan, je suis d'accord avec toi. Mais la place qui est accordée à la recherche scientifique, elle est où dans cette histoire? Parce qu'on ne peut pas parler de système éducatif performant s'il n'y a pas de promotion de la recherche scientifique. Voilà, très bien. Alors maintenant, par rapport à la recherche, si vous prenez... D'abord, il nous a pris en plein vol. C'est-à-dire on était très avancé dans les réformes. C'est l'occasion d'ailleurs de saluer son prédécesseur, Mamadi Kourouma, le professeur Mamadi Kourouma, qui est un grand réformateur. Et franchement, il nous a trouvé, comme je le dis, en plein vol. Nous étions vraiment sur la bonne voie pour aller vers les universités standards du monde, les plus prestigieuses. Parce qu'il a réussi vraiment à impulser la recherche au sein de cette université. Quand il quittait, il avait réussi au moins à mettre en place plus de 17 masters. Voilà. Alors ça, vous savez, la recherche
où, si vous voulez, l'élite universitaire commence sa formation à partir des études avancées et la porte d'entrée des études avancées, c'est les masters. Et franchement, il avait réussi ça. Donc, il a réussi, et puis les subventions pour faire fonctionner correctement les masters. Ça revient encore. Oui, mais vous savez, ça revient encore, M. Marat. Mais non, la recherche à la plaie, c'est important. Vous dites que les subventions, c'est la dernière des choses, M. Marat. Toujours à la plaie, c'est très important. C'est le nerf de la guerre. Mais Lamine, on ne peut pas parler de recherche sans moyens. Je comprends très bien. C'est pour ça que je dis toujours à la plaie, M. Marat. Oui, voilà. Maintenant, les moyens alloués par le budget national, c'est-à-dire... Vous êtes laissé pour compte. Mais on est laissé pour compte. C'est très mal géré. J'ai bien compris. Il y a une gestion malsaine, opaque, qui ne dit pas son nom et qui paralyse aujourd'hui tout le système de la recherche qu'il a hérité de son prédécesseur. Et aujourd'hui, les masters là sont très mal gérés. Ils sont même paralysés. Et il y a des directeurs de masters aujourd'hui qui ont fermé les masters pour dire qu'ils ne foutront pas pied à Symphonia tant qu'il est recteur. Parce qu'il a mis les bâtons dans les roues. Et franchement, alors, ça ne fonctionne pas. Vous qui l'avez côtoyé, vous dites le connaître. Comment comprendre que quelqu'un quand même qui a suivi un schéma se retrouve aujourd'hui à tout mélanger? Qui est un professorat. Quand même. Mais c'est la question qu'on se pose. Vous savez, aujourd'hui, regardez, nous qui sommes de la jeune génération, on a une carrière difficile devant nous. Vous savez, à leur temps, ils bénéficiaient de ce qu'on appelle l'avancement local, interne, et tout se concoctait ici. Maintenant, aujourd'hui, avec l'ouverture du monde, nous, on est bloqué. C'est-à-dire, le blocage, c'est quoi? C'est que nous, on ne peut plus avancer, c'est-à-dire sur le plan local. Ça, c'est exclu. Maintenant, c'est le CAMES. Alors, pour être effectivement dans cette carrière-là, il faut de la rigueur. Il faut si vous voulez, il faut effectivement beaucoup de rigueur, beaucoup d'exigence. C'est-à-dire, au point de vue formation, il n'y a pas de demi-mesure. Alors, quand vous voulez aborder, quand vous devriez aborder, si vous voulez, une carrière comme ça, c'est que vous ne pouvez pas accepter que la gestion de votre carrière soit prostituée. Et aujourd'hui, si on se laisse faire, c'est que nous, on n'aura plus l'occasion de se présenter, de se comparer aux collègues du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, et qui ont aujourd'hui une carrière internationale. Ce sont des itinérants. Est-ce que vous pensez que l'avenir de la recherche en Guinée est menacé? Elle est menacée tant qu'on gardera, par exemple, un recteur comme Koreba, mais on ne parlera plus de recherche à Symphonia. C'est pourquoi nous, c'est-à-dire, on trouve que la case... Hormis tout cela, qu'est-ce que vous lui reprochez encore? Parce qu'on apprend que la gestion de l'héritage laissé par son prédécesseur a été catastrophique. La gestion même... Mais c'est ce qu'on le reproche, c'est-à-dire tous les acquis légués par son prédécesseur, les acquis dont je parlais, qui faisaient vraiment la fierté de l'Université générale d'Ansana Conté de Symphonia, parmi les universités de la place, et qui commençait à avoir même une réputation internationale. Le risque, la plus grande crainte que nous avons aujourd'hui, c'est que, c'est-à-dire toute cette avancée significative qu'elle a connue est en train d'être foulée au sol. Et donc, si on ne prend pas garde, si on ne prend pas nos responsabilités, mais nous-mêmes, nous sommes, c'est-à-dire notre avenir va être hypothéqué. Qu'est-ce qui va se passer désormais? Maintenant, ce qui va se passer, c'est que... pas écouté par non, mais on va être écouté, parce que déjà... Non, ce que nous comptons faire dans un proche avenir, c'est que quand le nouveau, parce que d'abord nous sommes des scientifiques, c'est nous qui formons des grands cadres du pays, on ne va pas se comporter comme l'homme de la rue. D'abord, il faut suivre la procédure. Nous attendons que le nouveau prenne fonction. On viendra, on réitère la revendication et on demande son départ dans un bref délai. Vous pensez que son départ peut résoudre ce problème? Mais ça va résoudre le problème. Mais nous, on est resté avec son prédécesseur pendant 12 ans. On est venu à Symphonia en 2005 et puis il est parti en 2018. Mais nous savons, moi qui vous parle, c'est-à-dire son prédécesseur, je ne m'entendais pas avec lui parce que nous, notre guéguerre à l'époque à la faculté, c'était les petits postes. Mais quand il est venu, il nous a dit arrêtez. Et il dit je m'en fous de vous les juristes, vous êtes des gros parleurs, vous êtes des bons parleurs, ici c'est le grade qui compte. On a eu un choc, c'est-à-dire on a pris un professeur d'histoire
pour l'amener à la faculté, pour faire de lui un doyen de faculté. Mais on était tellement choqués que c'est ce qui nous a tous amenés à aller étudier à l'extérieur pour venir relever ce défi. Maintenant, nous partons pour aller souffrir et pour venir attendre dans un proche avenir les avantages. On trouve que la case brûle et vous voulez qu'on croise les bras, mais c'est lui qui va partir. Si on ne nous écoute pas, mais on a les moyens de se faire écouter. On espère juste que par frustration, puisqu'on parle de subventions mal gérées, certains enseignants n'ont pas monté ce coup du siècle pour faire disparaître notre coffre. Les grandes gueules. Voilà. Mais écoutez, voilà, monsieur Silla, ne soyez pas surpris. Vous savez, les événements qui ont précédé ce cas de vol malheureux prouvaient à suffisance que ça allait arriver. Vous savez, le campus, on est là, mais il a posé... Il y a 2 semaines pratiquement, il a posé des actes inhabituels. Les grandes gueules. Et c'est lui qui a créé les conditions du vol. Je vais vous dire. Oui, c'est lui qui a créé... Non, je pèse mes mots. Lamine, je pèse mes mots. Lamine, je pèse mes mots et je suis prêt à répondre partout où besoin sera. Non, ici vous n'êtes pas à la police, rassurez-vous. Vous n'êtes pas du tout à la police. Quels sont ces actes? J'ai envie de comprendre. D'abord, est-ce que vous voulez nous faire comprendre ce matin que c'est le recteur qui est un petit peu l'organisateur de ce vol? Je ne dis pas que c'est lui le voleur. Non, assumez. Assumez, monsieur Marat. C'est le premier, monsieur Marat. Assumez, monsieur Marat. Assumez, oui. Assumez. Non, Lamine, je pèse mes mots. J'ai dit qu'il a posé des actes qui ont favorisé le vol. En clair, c'est lui le cerveau. Non, il n'est pas le cerveau. Quels sont ces actes? Très bien. Voilà, c'est la question que j'attendais. Les actes se présentent comme suit. Il y a pratiquement une semaine, il a posé un premier acte inhabituel. Vous savez, le campus est un monde vivant, 24 heures sur 24 heures. On est resté dans ça pendant 12 ans. Ça n'a pas changé. À sa venue, il a posé beaucoup d'actes. Je n'aurai pas l'occasion de raconter tout ça ici. Mais par rapport à l'événement d'avant-hier, il y a une semaine, il a demandé que le campus soit fermé tous les jours à partir de 18h. Acte inhabituel. À partir de 18h, que tout soit arrêté sur le campus et que personne n'y ait accès. Alors ça, les gens se demandaient, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, on n'a pas tiré en long. Alors on a poussé la semaine, la veille du week-end, une autre décision très surprenante. Il intime aux gardes, parce que vous voyez le grand portail, nous avons une garde mixte. Il y a les militaires, il y a les vigiles qu'il a recrutés. D'ailleurs, qu'il a trouvé déjà recruté. Alors, avec cette garde mixte, la garde l'a fait face à la porte qui abritait le coffre-fort. Mais c'est pas possible. C'est-à-dire, si le milieu était resté ambiant, c'était pas possible que le vol arrive. Maintenant, il a intimé aux vigiles et aux gardes que personne n'ait accès au campus et à partir du samedi jusqu'au lundi. Personne n'a, même les prestataires qui sont là pour les photocopies, qui ont des machines et tous ceux qui s'en suivent, c'est-à-dire on a fermé le portail contre tout le monde. Alors, maintenant, le campus était vide, donc favorable à tout acte ignominieux. Maintenant, le lundi, on nous apprend que le coffre-fort a été... Mais c'est aussi simple. Mais vous voulez qu'il soit responsable de ça? Mais voilà. C'est pas à nous de le dire, M. Marat. Ah, d'accord. C'est pas à nous de le dire. Il a mis en place un cadre favorable. Exactement. Voilà, j'assume. Bien. C'est lui qui a créé les conditions. Le voleur. Mais alors, Antoine. Et puis léger, vous savez, mais ça nous a tellement intrigué. C'est-à-dire, vous avez organisé un point de presse avec lui. Nous l'avons suivi. Et puis, pendant le point de presse, après, son assistant vient lui parler à l'oreille pour dire le coffre-fort a été retrouvé comme par magie. Retrouvé à Koya. Et il s'est mis à rire. Exactement. Non, mais Moussa. Moussa, tu as les yeux de lynx et même l'esprit de lynx. C'était pas réjouissant. C'est-à-dire, quand vous connaissez un acte comme ça, c'est-à-dire dans une institution que vous pilotez, mais c'est regrettable pendant qu'on vous reproche, parce que la presse est en train de le reprocher, il se met à rire, mais c'était incroyable. Moi, l'inquiétude que j'ai désormais, Lamine, c'est qu'il s'agit d'université. Le vol peut être toléré quand ça se fait au niveau de l'administration. Mais là où on forme le futur du pays,
Mais je dis, qu'est-ce qu'on va leur apprendre? Bien. Qu'est-ce qu'on va dire à nos étudiants? Bien. Qu'est-ce qu'il faut leur donner comme comportement, comme, je sais pas, comme vertu? Qu'est-ce qu'on va leur apprendre? Bien. Si demain, l'un d'entre eux fait disparaître la Banque centrale, je ne veux pas lui en vouloir, sincèrement. Moussa, Voilà. c'est très bien dit. Merci beaucoup en tout cas, M. Marin, d'être merci. passé ce matin dans cette émission Les Grandes Gueules. J'espère vous revoir souvent. Et voilà, c'est très important. Merci Lamine. Merci. Et merci à tous les grands. Merci d'être passé. Voilà. C'est un vrai enseignant. Vous êtes chez les GG. Les grandes Radio Espace, Espace TV, les grandes gueules, la prolongation.